La Méditerranée, berceau des civilisations. Le 3e millénaire avant Jésus-Christ marque l'apparition des peuples de la mer, les Égéens, les Phéniciens et les Égyptiens, inventeurs de la voile. Quelques siècles plus tard, la Méditerranée est devenue une sorte de grand lac intérieur mettant en relation l'Afrique, le Proche-Orient et le sud de l'Europe. À partir du Moyen-Âge, l'émergence de puissances maritimes va transformer cet espace d'échange en un lieu d'affrontement. Une partie de cette histoire va se jouer en mer ligurienne, ce bras de la Méditerranée séparant la Corse des rivages de la France et de l'Italie. Pour découvrir quelques-unes des cités où s'est déroulée cette aventure, nous embarquons à bord du 4-mâts Star Clipper. Première escale, la Corse. Après une nuit de navigation, les montagnes corses se dessinent à l'horizon. Okay, starboard side, pilot letter starboard side, thank you. Channel 16, channel 12. Bastia apparaît bientôt à la proue du voilier, à l'instant où le pilote du port monte à bord pour aider le commandant dans ses manœuvres d'approche. I think it would be better to make a round. You think? All right, no problem. Hard to starboard. Nous jetons l'ancre à quelques encablures du port. L'anse naturelle de Bastia était fréquentée depuis l'Antiquité par de nombreux peuples de la Méditerranée. Mais ce sont les Génois qui, à la fin du XIVe siècle, décidèrent d'en faire le bastion maritime fortifié que l'on découvre aujourd'hui. Les Génois nous ont laissé une empreinte très forte. C'est évident, puisque nous sommes à quelques mètres du palais des gouverneurs. Ça a été le cœur de la Corse. La Corse a vécu aux pulsations, justement, des lois, des décrets qui étaient pris depuis ce palais, et ceci pendant des siècles, il ne faut pas l'oublier. Donc Bastia, évidemment, a une influence génoise très très forte. Gênes ne dicte pas seulement sa loi, administrative et militaire. Elle impose également son style architectural. Les courbes et volutes, apanage de l'art baroque, fleurissent ainsi aux façades des palais et aux frontons des églises. Bastia, le nom tout simplement, l'étymologie vient de la Bastille, ce donjon qui est à quelques mètres d'ici, Bastille, Bastiglia en italien. Et donc les deux villes qui se font face, la ville basse, la Terra Vecchia, la vieille terre. Pourquoi vieille terre? Parce qu'elle existait là bien avant, là où nous sommes, c'est-à-dire Terra Nova, la citadelle, qui est bâtie par les Génois en 1380. Cernée de remparts, un plan damier, des rues à angle droit, donc très facile donc, pour la voirie et pour également la police. C'était le plan génois par excellence. Et de l'autre côté, donc la ville basse, plan beaucoup plus anarchique, plus tortueux,
habité essentiellement par des pêcheurs, par des gens du peuple à une certaine époque, et ensuite des gens qui, plus riches, sont venus s'y installer au fil des siècles, surtout au XVIIe et au XVIIIe. Donc ces deux villes, évidemment, ont cohabité, ont coexisté pendant longtemps, mais avec à certaines périodes, il faut bien le reconnaître, des petits heurts et des jalousies et des querelles très fréquentes. À 2 pas des ruelles étroites de Terra Vecchia, la place Saint-Nicolas. Vaste, tiré au cordeau, avec son kiosque à musique, c'est Bastia qui se donne à la France impériale et haussmannienne. Pisant pendant tout le Moyen-Âge, le Cap Corse devient génois en 1284. C'est une terre sauvage et magnifique. Sur le rivage se dressent de loin en loin les vestiges de tours génoises. Guy Méria a consacré sa vie à répertorier, protéger et parfois à reconstruire ces tours, témoins fantomatiques de plusieurs siècles de l'histoire corse. Si je devais présenter en 2 mots le Cap Corse, c'est une presqu'île orientée sur le golfe de Gênes. C'est un doigt pointé vers le golfe Ligure. C'est l'endroit le plus proche, je dirais, de la terra ferma, de la terre ferme, si vous voulez. Et lorsque la Méditerranée occidentale subit les premiers raids, je dirais, des corsaires barbaresques, ces derniers, sous l'impulsion, je dirais, des Turcs, Seljoukides qui ont fait la prise de Constantinople, ont occupé la Méditerranée orientale. Ils disputent maintenant la Méditerranée occidentale aux Espagnols et fatalement ils s'appuient sur un certain nombre d'États, notamment les régences barbaresques, c'est-à-dire ce qui correspond en gros à la Tunisie, à la Libye, au Maroc, à l'Algérie actuelle, si vous voulez. Et donc de ces ports, de ces côtes partent, je dirais, des raids qui vont empoisonner l'existence des populations italiennes, espagnoles, des populations insulaires. Le Cap Corse est une terre extrêmement vulnérable. Il n'est pas d'année où il n'y ait pas de rapine, où il n'y ait pas des gens qui soient réduits en esclavage. Les historiens de l'époque, et même certains historiens récents qui ont travaillé, disent bien qu'une terre comme le Cap Corse a été en grande partie vidée de ses habitants. Pêche, agriculture, commerce. Du XIIIe au XVIIIe siècle, l'économie du Cap Corse est florissante. Les villages sont généralement situés à quelques distances de la mer, sur un promontoire. À cette époque, le transport se fait essentiellement par la mer. Les bateaux accostent dans les marines, de petites criques pour y charger ou décharger les marchandises. Afin de protéger les villages des attaques barbaresques, les Génois élèvent donc tout autour du Cap Corse des centaines de tours. Quand les gens, bien sûr, allaient exploiter les agriates, ils partaient avec des bateaux d'ici, ils traversaient le golfe, ils restaient 1 mois ou 2 et ils revenaient. Et donc la tour servait un petit peu de vigie, si vous voulez. Les garnisons, d'ailleurs, étaient payées par les communes. Alors que dans un certain nombre de tours, les garnisons étaient soldées par la Camera, qui est le fisc génois. Est-ce le souvenir de ces raids meurtriers qui amènent les Corses à s'éloigner de la mer?
Est-ce que les rivages, malgré toute leur beauté, ne sont qu'une apparence, une protection, une simple silhouette ? Est-ce que pour sentir la chair et atteindre l'âme de cette terre, il faut s'élever vers le sommet des montagnes ? Et si la Corse n'était pas une île mais un continent ? Depuis son village de Carquetu, situé au cœur de la Castagnice, Jean-Claude Rogliano est peut-être le seul à pouvoir répondre à ces interrogations. Et ce sont d'abord des endroits qui, pour des questions climatiques aussi, les crêtes, les arêtes de ces montagnes sont ensoleillées. Et puis le reste sert aux châtaigniers, par exemple, à des terrasses où l'on cultive du blé, des jardins. Et puis évidemment, il y a l'aspect éminemment stratégique. Il faut savoir qu'autrefois, dans la plaine, évidemment, il y avait les incursions barbaresques et il fallait donc être replié pour être à l'abri. Quel était le point le plus stratégique? Bon, c'était ces arêtes sur lesquelles on bâtissait des maisons-tours. Jean-Claude aime son village. Il aime les pierres de ses maisons, les pierres des tours de Tévola qu'il a restaurées année après année et dans lesquelles il reçoit des hôtes qui deviennent bien vite des amis. Conteur inventif, passeur de rêves, Jean-Claude trace à coups de légendes et de récits d'aventure une sorte de chemin initiatique qui conduit au-delà du miroir, dans un monde fantasmagorique où des arbres millénaires possèdent d'étranges pouvoirs. Les châtaigniers ne sont plus que des arbres, c'est l'arbre à pain. Et non seulement c'est l'arbre à pain, mais toute une population, toute la Castagnice vivait grâce aux châtaigniers. Et les châtaigniers vivaient aussi par les hommes. Il y avait comme une espèce d'osmose entre les uns et les autres. Ces gens qui, si l'on veut concentrer ça dans une légende, ce peuple qui avait le regard au fil du temps tourné vers la mer d'où venait le danger, eh bien, il s'était réfugié dans les montagnes. Ces hommes pouvaient se servir des arbres pour en faire des maisons avec des poutres plus solides. Les cloisons de ces maisons étaient faites en châtaignier. Les planchers, les meubles, les fenêtres, on se chauffait avec le châtaignier. Et autour de ce feu, Vugone, c'est ainsi qu'on appelle ce foyer, eh bien les veillées se faisaient. Et dans ces veillées, justement, c'était d'autres légendes qui étaient concentrées par ces hommes libres qui racontaient des faits réels ou imaginaires. Nous sommes près d'un arbre géant, un châtaignier tentaculaire, que l'on appelle Malconsi. Malconsi, ça veut dire la réunion du mal. Et on comprend à le voir sous tous ses aspects que c'est un arbre qui est plus qu'un arbre. Celui-là peut-être 1000 ans, peut-être même n'a-t-il pas d'âge. Et il semble que sur l'écorce même, il y a ces éventrations, il y a ces rides, il y a des têtes de sorcières, il y a des têtes de monstres, et en tout cas de personnages singuliers, de personnages fantastiques. Le Star Clipper a quitté Bastia. Après avoir doublé le Cap Corse, nous faisons route vers Calvi.
side. What is the depth? La citadelle de Calvi est l'œuvre des Génois. Commencée en 1453 et renforcée tout au long du XVe siècle, la forteresse de Calvi témoigne de la volonté des Génois de s'installer durablement en Corse. On est loin ici des petites tours protégeant les villages du Cap Corse. Les barbaresques multiplient les raids, mais sans conséquences graves. Le véritable danger vient de François Ier. Pour contrecarrer Charles Quint en Méditerranée, le roi de France s'allie aux Turcs. En 1553, après s'être emparés de Bastia, Ajaccio et Bonifacio, les navires de guerre français et les galères turques dirigées par le corsaire Dragut tentent de prendre Calvi. Mais après 2 ans de siège, les Turcs et les Français abandonnent et Calvi reste génoise. Alors Calvi, c'est vrai qu'on a des remparts qui sont vraiment massifs, qui sont très imposants et qui reposent sur un rocher. À la base, si on démontait la citadelle, comme je vous dis, on aurait un rocher de granit, gris clair, nu de toute végétation, qui ressemblait à un crâne chauve en fait. Et Calvi vient de calvus, qui veut dire chauve, en latin en fait. Hein. Et puis, de l'autre côté, un golfe relativement profond, qui va être fermé au fond par la pointe de Spano. Donc ça permettait évidemment un abri pour les navires qui venaient s'y ancrer, d'autant plus qu'on a derrière la pointe de la Révélate, qui est un bras de terre dans la mer, une presqu'île qui va faire un véritable barrage, disons, à la Méditerranée et à la tempête. Le souvenir du siège franco-turc de 1555 va sceller des liens durables entre les Calvés et les Génois. Ces derniers, en remerciement, font apposer à l'entrée de la ville une inscription « Civitas Calvi, Semper Fidelis », la cité de Calvi, toujours fidèle. Calvi est l'une des destinations les plus touristiques de Corse. D'ordinaire, les visiteurs n'ont Dieu que pour les fortifications et pour la belle tour du sel. Sauf quand un pêcheur rentre au port. Mais moi, la pêche, au départ, ça a été une passion, on peut dire. Hein. C'est une passion parce que mes parents avaient une maison au bord de mer. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé avec des petits bateaux, la chasse sous-marine, tout ça. Et puis, ça m'a plu, et puis j'ai évolué dans ce sens. Le Corse n'est pas vraiment porté vers la mer. Hein. Il faut dire que le Corse est plutôt un homme de l'intérieur. Ce sont plutôt des montagnards, je dirais, hein, parce que moi je vois en mer des plaisanciers qui pêchent, tout ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Même les jeunes de maintenant, vous leur faites voir un poisson, ils ne connaissent pas, hein, ils connaissent pas les variétés de poissons, les noms, tout ça, on peut dire qu'ils ne connaissent pas. Voilà, aujourd'hui on peut dire que c'est une belle pêche. J'ai pas encore fini de tout démailler là, parce qu'il y avait mauvais temps, il y avait force 5-6, alors j'ai tout jeté à bord du bateau comme ça, et puis je vais tout mettre l'est maintenant, quoi. J'ai pris une belle liche, vous voyez là. Ça a quelques langoustes. La belle langouste. Hein. Donc ce matin, on peut dire que c'est une belle pêche.
En fin de journée, nous reprenons la mer. Le Star Clipper glisse doucement à la surface des flots. Mais une fois dépassée la pointe de la Revelata qui protège la ville, un vent violent se lève qui oblige l'équipage à affaler rapidement la voilure. Sur une mer passablement agitée, nous poursuivons notre route vers Ajaccio. Après une nuit de navigation mouvementée, nous retrouvons le calme en approchant d'Ajaccio. Le pilote du port, qui vient de monter à bord, nous confirme que cette nuit, on a relevé des rafales de vent de plus de 100 km/h. Dans ces conditions, de nombreux bateaux sont venus se réfugier dans le golfe d'Ajaccio, le plus grand de l'île. La naissance d'Ajaccio remonte au XIIIe siècle. En 1272, alors qu'il cherche un point d'appui maritime entre Calvi au nord et Bonifacio au sud, les Génois découvrent le golfe d'Ajaccio et décident d'y fonder une petite colonie. Il faut cependant attendre 1492 pour qu'ils commencent la construction de la forteresse. Dès lors, le destin maritime de la ville est tracé. Ainsi, au XIXe siècle, une grande partie du trafic de l'île passe par Ajaccio. Il y avait beaucoup de liaisons maritimes entre les villes de Corse. Par exemple, pour aller d'Ajaccio à Bastia, on prenait souvent des bateaux qui faisaient tout le tour de la Corse. C'est arrivé à Napoléon d'ailleurs. Pour aller à Propriano, à Bonifacio, il y avait également des bateaux. Finalement, le bateau, c'était le plus confortable, parce que la Corse était dépourvue de route à l'époque. Il y avait bien quelques pistes, mais bon. C'est vrai que les Corses étaient beaucoup plus tournés vers la terre que vers la mer. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas ici de marins. Il y avait des marins qui naviguaient sur les bateaux à voile, qui assuraient les liaisons avec le continent. Et puis, il y avait beaucoup de pêcheurs. Ils étaient 500 ou 600. Et des pêcheurs qui allaient pêcher le corail, ils allaient jusque sur les côtes de l'Algérie, sur les côtes de Barbarie, comme on disait à l'époque. Mais la Corse n'avait pas grand-chose à exporter. Bon, puis les traversées étaient tellement longues et tellement dangereuses, parce que vous pensez que pour aller à Marseille, il fallait 4 ou 5 jours. Au siècle dernier, Mérimée comparait le golfe d'Ajaccio à la baie de Naples. Il est vrai qu'à l'opposé de Bastia et de Calvi, qui semblent prisonnières de leurs fortifications, Ajaccio a su s'en libérer pour se rapprocher de la mer. Serait-elle en cela plus cosmopolite et méditerranéenne ? Toutes les familles ont fait souche, la plupart des familles d'ailleurs. Il y a encore des noms, plus ou moins désignances plus ou moins génoises. Mais tout le monde s'est tellement fondu, puisque Ajaccio, c'est devenu un melting pot entre le peuplement antérieur, les Génois, les Français, les Anglais, les Barbaresques. Il y avait de tout. Les Espagnols, on a eu une colonisation espagnole. Devant un tel métissage méditerranéen, que savons-nous des origines de Napoléon ? Les Bonaparte faisaient-ils partie de la centaine de familles arrivées de Ligurie en 1493 ?
Et on ne sait pas si c'était le nom Bonaparte ou Buonaparte. Et Napoléon lui-même, un jeune homme, signait Napoléon de Buonaparte. Et puis après, il a supprimé le U et c'est devenu Bonaparte. C'était une famille génoise au départ, bien entendu. Mais qu'est-il resté de génois dans la famille Bonaparte? Génois, pisans, barbaresques. Peu à peu se dessinent les contours de l'histoire maritime de la Corse. Prenons maintenant la direction de l'Italie et plus précisément de l'île d'Elbe. Pour beaucoup, l'île d'Elbe entre dans l'histoire en 1814, quand Napoléon y est envoyé en exil. L'île est pourtant connue depuis l'Antiquité pour ses mines de fer. Elles ont donné son nom à la capitale de l'île, Portoferraio, le port du fer. Construite sur les fondations d'anciennes cités ligures et étrusques, Portoferraio se déploie en amphithéâtre autour de la darse. Possession pisane durant le Moyen-Âge, la ville passe au XIVe siècle sous le contrôle des Médicis et de la Toscane. Portoferraio se développe alors selon un schéma pensé et organisé qui se devine encore aujourd'hui dans le quadrillage des rues dont certaines descendent en escalier vers la mer. L'île d'Elbe est au centre de la Méditerranée occidentale. Elle a joué un rôle très important dès les temps anciens, des temps antiques, ceux des Étrusques et des Romains, comme à l'époque médiévale et moderne. Portoferraio a bénéficié d'appuis politiques très importants, notamment celui de Cosimo de Médicis, et a profité également de grandes compétences sur le plan technique et culturel, grâce au groupe d'architectes entourant Cosimo de Médicis. Cette ville a été dessinée et réalisée sur une base de fonctionnalité. Les théoriciens qui ont dessiné la ville l'ont imaginée comme une sorte de machine militaire,
hanno visto la città come una macchina militare. Cosimo de Medici est quindi il vero fondatore. Cosimo de Médicis est le vrai fondateur, le concepteur politique de cette ville. Il lui donna son nom, Cosmopolis. En lui donnant ce nom emphatique, ce nom pompeux, Cosimo joue sur un double sens, soit Cosmopolis, la ville de Cosimo, mais aussi Cosmopolis, la ville du cosmos, c'est-à-dire une ville d'harmonie et d'ordre, le cosmos étant l'opposé du chaos. Après Cosimo de Médicis, Napoléon est l'autre grand homme de l'île. Comme son illustre prédécesseur de la Renaissance, il s'activa durant les quelques mois où il vécut ici à organiser, à légiférer et à construire des routes. En un mot, à gouverner. Cette résidence, cette petite demeure, ce palais, comme l'appelait Napoléon, le palais des Moulins, était le petit palais royal, le siège de la petite principauté d'Elbe. Napoléon a choisi personnellement ce bâtiment, pour deux raisons. La première, c'est parce que ce bâtiment était proche de la ville et de la mer. La seconde raison, c'est parce que de cette terrasse merveilleuse, il contrôlait parfaitement l'entrée du golfe de Portoferraio. Avec le traité de Fontainebleau, Napoléon renonçait à 99% de son empire, mais il gardait l'île d'Elbe. Il gardait ainsi son titre d'empereur, mais un empereur régnant sur un empire ridiculement petit. Mais malgré tout, il demeurait empereur. Une fois encore, nous prenons la mer. Longeant la côte ligure, nous mettons le cap sur Portofino. Portofino est l'une des villes les plus en vogue de la Riviera italienne, un haut lieu de la jet set. Cette réputation tapageuse ne doit pas faire oublier que ce site naturel, d'une rare beauté, est célèbre depuis l'Antiquité. Derrière nous, il y a l'une des baies les plus protégées d'Italie et de la mer Méditerranée. Déjà à l'époque romaine, on l'appelait Portus Delphini, le port du Dauphin, à cause de ses eaux particulièrement propres. Aujourd'hui encore, le triangle formé par la Corse, la Ligurie et la Côte d'Azur est un sanctuaire pour les cétacés, les baleines et les dauphins, qui viennent s'y reproduire chaque année. Le golfe qui est derrière nous, c'est le golfe de Tigullio, et la baie de Portofino est la partie la plus fermée, la plus protégée de ce golfe. C'est principalement après la Seconde Guerre mondiale que les riches industriels milanais ont fait bâtir de somptueuses villas dominant le golfe de Portofino.
Durant les journées estivales, ils ne descendent guère jusqu'au port, sans doute afin d'éviter les nombreux touristes venus pour la journée en bateau depuis Gênes ou Porto Venere. Boutiques élégantes, restaurants, magasins de souvenirs, toute l'activité commerciale de la ville est tournée vers le tourisme, y compris la boulangerie qui vend désormais à prix d'or les traditionnelles fougasses. Si Portofino est devenue la plus célèbre des stations de la Riviera, elle le doit en grande partie aux vedettes d'Hollywood et en particulier au comédien Rex Harrison. Ayant bu plus que de raison pour fêter son Oscar, il aurait, dit-on, fait tomber dans les eaux du port la célèbre statuette. À la suite de Rex Harrison, d'autres stars hollywoodiennes viennent à Portofino, comme Clark Gable ou Elizabeth Taylor. Mais aussi des célébrités de la musique, comme la Callas. Les stars du cinéma entraînent celles de la politique, comme Winston Churchill. Couple célèbre, Laurel et Hardy, Ava Gardner et Humphrey Bogart. À Portofino, on vient incognito ou pour se montrer, comme la famille princière de Monaco. Poursuivant sa route, le Star Clipper se dirige vers Saint-Tropez. Comme Portofino, Saint-Trope, comme l'appellent les familiers, est reconnu comme l'un des hauts lieux de la jet-set. Tout comme sa rivale italienne, cette notoriété récente ne doit pas occulter la longue et brillante histoire de la ville. Colonisée par les Romains, occupée par les Sarrasins, Saint-Tropez entre dans l'histoire en accédant au rang de république maritime au milieu du XVe siècle. À cette époque, on célébrait déjà le saint patron de la ville au cours des bravades. Durant ces défilés, une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui, le saint patron est porté au travers des rues de la ville, accompagné de hussards, de mousquetaires et de marins. Les quais de Saint-Tropez, où viennent accoster des yachts luxueux, ne sont aujourd'hui qu'une longue enfilade de magasins de luxe. Il y a quelques années, cette station à la mode était encore un port de commerce traditionnel. Marius Astézan, président de l'amicale Les Amis de la Bravade, se souvient parfaitement de cette époque. C'était un port de pêche.
important, petit port de commerce, parce que tout arrivait et tout partait par la mer. Il y avait sur le plan local, il y avait ce qu'on appelait les tartanes. Les tartanes, c'était des bateaux d'environ 20 à 25 mètres de long, qui avaient de grandes cales profondes. Au début, qui marchaient à voile, après ça a été également à moteur. Là, à cette époque-là, je l'ai encore connu, moi, le port était jonché de barriques de vin, de fûts de vin sur toute la longueur. Ça, il y avait une activité extraordinaire. Comme sa rivale Portofino, le petit village provençal doit sa notoriété à la venue des artistes du cinéma et de la littérature. Simone Duckstein se souvient de ces années juste après la Seconde Guerre mondiale, durant lesquelles le petit port de pêche entra dans la légende. La Ponche est un quartier qui était le quartier dédié aux pêcheurs, et vraiment le petit port de pêche qui a eu un succès fou et qui était en fait le quartier le plus pauvre de Saint-Tropez, mais qui après-guerre a connu un essor considérable. C'était encore un petit bar de pêcheurs où les pêcheurs venaient le soir faire la belote en buvant le pastis et quelques estivants ont dit à ma mère, Margot, mais il faudrait mettre des tables dehors et des chaises dehors, ce serait plus agréable le soir pour prendre un verre. Et donc tout a commencé comme ça. Et en fait, ce petit bar de pêche est devenu aujourd'hui ce petit 4 étoiles qui a fait le tour du monde entier grâce à Françoise Sagan, Juliette Gréco et Annabelle Buffet et bien d'autres qui ont adoré ce lieu. Notre voyage à la découverte des rivages de la Corse et de la mer ligurienne s'achève à Saint-Florent. À quelques kilomètres à l'intérieur des terres, descendant doucement vers la mer, se trouve le célèbre vignoble de Patrimonio. Le vignoble corse, lui, en général, a été introduit par les Phocéens ou par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a ensuite été développé sous l'occupation romaine, sur Patrimoine en particulier. Donc on retrouve des traces de la vigne ici à partir du XIIe siècle sous l'occupation pisane. Ce sont des moines de la Gorgone, une île au large d'Italie, qui étaient arrivés en Corse justement pour évangéliser la Corse, puisque la Corse avait subi les incursions et même l'occupation des barbaresques. Donc les moines qui étaient venus en Corse avaient besoin du vin pour les besoins de l'église, de l'Eucharistie, donc avaient planté des vignes et à partir de là avaient développé un peu la culture de la vigne sur Patrimoine et sur la région de Patrimoine. Les Pisans avaient
mis en place une culture de la vigne et ce qu'on appelait les vignes navigate. C'est-à-dire que les vins de patrimoine et du Cap Corse aussi étaient à cette époque-là embarqués au port de Saint-Florent tout proche. Le vin était ramené de l'autre côté du Cap Corse sur herbe longue, donc où il subissait en quelque sorte un peu l'épreuve de la mer. Et ensuite il était dégusté sur place et les vins qui étaient sélectionnés, eux, partaient sur les bonnes tables de Pise. Il y avait un pape, je ne me rappelle plus son nom, mais un des papes, ou même des papes, ne voulaient à leur table que du vin de patrimoine. Plus tard, avec surtout à la fin du 19e siècle, par exemple le début du 20e, l'amélioration du réseau routier a fait que la vigne s'est concentrée surtout autour de patrimoine, puisqu'avec Bastia tout proche, le commerce était plus facile, et par charrette, à cette époque-là, au début du siècle, on amenait le vin sur Bastia, où il était consommé sur place, mais une partie était embarquée sur le port de Bastia en direction des grandes métropoles françaises telles que Marseille à forte diaspora corse, par exemple, ou même Paris, et puis surtout dans les anciennes colonies françaises à cette époque, notamment en Indochine où le vin était acheminé par bateau. Au Saigon Palace Hotel, par exemple, le vin de patrimoine était distribué puisque l'établissement était tenu par un Corse et de nombreux Corses qui possédaient des restaurants ou des bars. Donc, on vendait du vin de patrimoine et tout ça a fait que le vin a rayonné et a acquis une réputation en dehors des frontières de l'île. L'église dans laquelle nous nous trouvons est sous le patronage de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, qui est un saint très important, qui ici est vraiment le patron des vignerons. Donc il est très emblématique des régions agricoles et Saint-Martin a été fêté et invoqué, c'est le saint de la prospérité. Historiquement, le littoral a toujours représenté un danger à cause des invasions, à cause des incursions barbaresques notamment, à cause de l'insécurité. Et l'essentiel de la vie, c'est des villages bien se trouvaient à l'intérieur des terres. On transhumait beaucoup de la mer à la montagne, donc les traditions ensuite se mêlent. La tradition du chant des Laodésies est une tradition très ancienne en Corse, elle vient de la période franciscaine. Et puis il y avait plus d'une centaine de couvents franciscains en Corse, ce qui est énorme. Saint François d'Assise parlait de la Corse en disant que c'était sa navicella, la mia navicella. Et elle est vue en bateau, parce que la Corse, elle flotte sur l'eau. Et le chant que nous avons interprété, eh bien, il est très représentatif de la période baroque. Et ici, un chant vraiment composé dans le Cap Corse, près de la mer. Mais là, bien, nous l'avons interprété dans la tradition polyphonique. Donc, on voit bien qu'il y a des interactions entre le littoral et l'intérieur. On passe très vite de la côte à l'intérieur sans problème. Et puis, il y avait des échanges très très anciens depuis au moins la période romaine ou étrusque.